Bonjour à tous, bienvenue dans Mon Graouli à moi, l'émission qui, durant la trêve estivale, s'intéresse aux passionnés du FC Metz. Dans ce numéro, un ancien joueur du club Grenat nous accompagnera. Avec lui, on évoquera sa reconversion réussie, mais aussi quelques moments de sa carrière, notamment cette saison 96-97, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de Coupe de l'UEFA. Mon Graouli à moi avec David Terrier, c'est parti. Bonjour David Terrier, comment ça va? Ça va bien, bonjour, oui, ça va même très bien. Bon, tant mieux, très heureux de t'avoir ici dans cette enceinte que tu as très bien connue pendant plusieurs années, pendant de nombreuses années de ta vie. Pour tout dire David, avec toi on casse un peu les codes de cette émission parce qu'habituellement on reçoit des gens qui ne sont pas issus du monde professionnel. Alors ensemble on va parler bien sûr de ta carrière ici au FC Metz, 5 années en Grenat en professionnel, mais aussi de ta deuxième vie assez étonnante. Et c'est ce qu'on va découvrir en épluchant ton CV. Tu vas fêter tes 50 ans cet été, David, et pourtant tu conserves l'allure d'un jeune premier. Toujours une petite caresse pour commencer. Une fraîcheur qui ne t'empêche pas d'avoir du vécu en tant que footballeur professionnel. D'abord, 15 années d'une carrière très honorable, passée au poste de défenseur central ou milieu défensif à Metz. Bien sûr, où tu débutes en 1992 et où tu vis 5 très belles saisons, avec à la clé une aventure européenne et près de 150 apparitions sous le maillot Grenat. Puis en Angleterre où les choses se compliquent, puisque tu te blesses rapidement et ne joues quasiment pas. Retour en France en 1999, à Nice, avant Ajaccio et enfin Créteil, où tu termines ta carrière en 2007, en ayant déjà posé les bases de ta reconversion, puisque dès ces années-là, tu es référent de l'UNFP au sein des clubs où tu évolues. L'UNFP, c'est l'Union nationale des footballeurs professionnels, instance au sein de laquelle tu gravis les échelons, au point d'en être aujourd'hui l'un des 2 vice-présidents. Mieux encore, mi-mars, tu es élu président de la FIFPro Europe, le syndicat qui défend les intérêts des joueurs au niveau continental. Comme quoi, et c'est parfois bon de le rappeler, chez les footballeurs, il y a aussi la tête et pas seulement les jambes. Voilà. Formule un petit peu facile, David, je termine par ça, mais c'est vrai que, pour schématiser, voire caricaturer, lorsqu'un footballeur décide de raccrocher les crampons, souvent, s'il reste dans le foot, c'est plutôt un poste, on va dire, technique, un poste d'encadrement. Toi, tu es parti sur une autre voie. Ouais, je suis parti sur une autre voie parce que c'était mes convictions depuis longtemps, depuis tout jeune. Et puis comme tu as été sympa avec moi, mais je vais quand même essayer, on va durcir le... Non, il n'y a pas que des anciens footballeurs qui vont sur la partie technique. Je schématisais. Hein. Il y a des présidents, on en a 2 actuellement qui sont au plus haut niveau en Ligue 1 en France, qui sont des anciens joueurs. Olivier Létang et Marc Keller, et je pense que c'est une voie. Et ils sont brillants. Et ils sont brillants, merci de le rappeler. Donc c'est peut-être une voie ou des idées qui peuvent germer dans la tête des actionnaires, puisque le foot, à part peut-être au FC Metz, mais de plus en plus ouvert à des fonds de pension ou en tout cas à des actionnaires qui ne sont pas dans l'exécutif. Donc je pense qu'un joueur président d'un club, ça a du sens. Toi, les anciens te disaient, je crois, adhère à l'UNFP, rejoins l'Union. Et tu t'es pris au jeu, tu t'es piqué au jeu? Ouais, déjà ils me le disaient pas, ils me l'ordonnaient. À l'époque, ça fonctionnait comme ça et on s'en plaignait pas. Donc c'est vrai que quand j'ai adhéré pour la première fois à l'UNFP, c'est clairement parce qu'on m'a dit de le faire et j'ai suivi les anciens, je les respectais. Donc quand ils me donnaient un conseil, je le suivais. Mais après, c'était pas tout de le faire. Je voulais comprendre pourquoi j'adhérais. Et puis c'est comme ça que je me suis rapproché de l'UNFP. Et puis j'ai commencé à poser des questions, à m'interroger et à m'impliquer aussi dans le syndicat, parce que être dans un syndicat, dans une union de joueurs, c'est aussi s'impliquer et participer. Et je crois qu'à l'époque, tu passes un DUG, alors que tu es encore joueur, pour te développer dans cette voie. Oui, j'ai passé un DUG par correspondance avec le service de formation reconversion de l'UNFP, qui est un DUG sur la gestion et les organisations sportives. Donc, j'avais la possibilité aussi de devenir dirigeant de club, puisque ce diplôme sert plus à être directeur ou directeur sportif d'un club. Mais j'ai préféré choisir la voie de l'UNFP lorsque Sylvain Castendoche me l'a proposé. Il y avait aussi Philippe Fulclinger dans les historiques lorrains, ou en tout cas ancien joueur du FC Metz au sein de l'UNFP.
Oui, souvent quand je suis dans les instances et que j'aime bien revendiquer mes origines, donc, et tout le monde sait que je suis de Metz et également de Verdun. J'allais dire, ils disent oui, c'est la mafia messine, parce qu'il y a eu Joël Muller qui était président du syndicat des entraîneurs. Il y avait Patrick Razurel qui était également responsable des administratifs du football français. Donc c'est vrai on vient d'une région qui a des convictions, et puis c'est son passé aussi, que ce soit la sidérurgie, la métallurgie, pardon. Les syndicats ont eu une importance, et en ont eu une et en ont encore une dans la région. Alors on connaît grosso modo tes prérogatives, celles qui étaient les tiennes du temps de l'UNFP, où tu étais délégué régional. Tu vas au contact des joueurs pour faire respecter les contrats quand c'est nécessaire, sensibiliser à certaines thématiques, l'après-carrière, la question de la gestion du patrimoine, être sensibilisé à ça. Mais au niveau de la FIFPro, concrètement, quelle est ton action ? Alors, au niveau de la FIFPro, je suis devenu président depuis mars de la FIFPro Europe. Donc, en fait, il y a des syndicats comme l'UNFP dans 34 pays en Europe. D'accord. Et moi, je représente ces syndicats au niveau de l'UEFA. Donc, j'ai des rendez-vous avec Alexander Seferin pour essayer de faire avancer des choses, de rentrer dans des comités qu'a l'UEFA sur des problématiques comme l'équilibre financier du football européen, comme les compétitions, la charge de travail, les calendriers. Donc dans toutes ces thématiques, j'essaye d'inclure la voix et la vision des joueurs. Protection des joueurs. Et la protection des joueurs, tu as raison de le préciser, et donc de les représenter, en fait, tout simplement. Mais je dois aussi travailler avec l'ensemble des pays qui ont un syndicat en Europe, et donc eux me font remonter à travers notre comité directeur, ce qu'on appelle un board, où il y a 9 représentants, et qui ont à charge de sourcer toutes les problématiques des différents pays pour qu'on puisse les défendre au niveau de l'UEFA, mais également au niveau de la Commission européenne, puisque dans l'Europe, on a quand même pas mal de possibilités pour défendre les joueurs, que ce soit au sein des instances de la Commission européenne, de l'OIT, qui est l'Organisation internationale du travail, mais également devant les tribunaux, et Bruxelles est un tribunal où ces décisions agissent, ou en tout cas s'imposent ensuite à l'ensemble du football mondial. Il y a des pays, je crois, où il y a pas mal de travail. Ce sont les pays de l'Est ? Il y a les pays de l'Est, c'est vraiment un chantier très important. J'ai eu des discussions avec Seferin à ce sujet, où il est d'accord de s'impliquer, de se rapprocher des fédérations, de leur expliquer qu'on ne peut pas avoir des joueurs sans contrat, ce qu'on appelle nous un contrat type. Pourquoi ? Dans la mesure où un club ne respecterait pas ce contrat, s'il n'y a pas un contrat type, on n'est pas en mesure, nous, de le défendre légalement, puisqu'il n'y a pas un contrat officiel, donc on ne peut pas défendre quelque chose qui n'existe pas. Donc on va essayer avec le président de l'UEFA d'intégrer de plus en plus dans le maximum de pays, et surtout les pays de l'Est qui n'en ont pas, des contrats types pour les joueurs, afin de mieux les protéger quand les clubs ne respectent pas ces contrats et ces engagements. Je crois qu'il y a un combat aussi qui t'est cher, alors il est plus symbolique, il relève plus de l'image des footballeurs, c'est-à-dire que voilà, on voit un exemple récent, Karim Benzema qui signe en Arabie Saoudite pour des sommes qui sont folles, qui sont hors sol. Mais je crois que tout au long de ta carrière déjà, tu as envie de dire aussi que c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, et que l'essentiel des footballeurs n'est pas logé à cette enseigne-là, qu'il y a beaucoup de joueurs qui galèrent, si l'on peut dire, en Ligue 2, ou qui ont une carrière courte, une carrière dure en moyenne 7 ans. Et derrière, il y a des garçons qui se retrouvent un petit peu sur le carreau, qui n'ont pas anticipé la suite, qui se retrouvent parfois très jeunes, sans vraie perspective professionnelle, par exemple. Je serais tenté de te dire, il y en a de plus en plus. Ouais. Moi, quand j'ai commencé, il fallait qu'on joue en équipe professionnelle pour avoir un contrat professionnel. C'était le sportif qui déclenchait le contractuel. Là, c'est l'inverse. Dans une situation de trading, comme on le voit, ouais. les clubs veulent se protéger et protéger la formation, donc font signer des joueurs pour les enfermer contractuellement, mais on peut l'entendre parce qu'il faut aussi trouver des chemins pour protéger les clubs qui sont formateurs. Donc moi je dénonce ça, mais j'entends aussi la problématique des clubs, et il faut protéger les clubs formateurs, c'est une évidence. Et donc il y a des jeunes joueurs qui signent à l'âge de 16-17 ans et des contrats de 3 ans
voire 5 ans avec des clauses sous seing privé qu'on dénonçait également. Et ça, en fait, ça crée, ça perturbe le marché, mais surtout la carrière des joueurs, parce que beaucoup de ces jeunes joueurs ne franchissent pas le palier, oui. Mais par contre, ils ont après à l'esprit de se dire, moi je suis professionnel, donc je veux continuer à être un joueur professionnel. Et en fait, en soi, il n'est pas vraiment un joueur professionnel. Contractuellement, il l'a été, mais sportivement, il ne l'est pas. Et après, ça pose beaucoup de problèmes avec des joueurs qui signent dans des clubs de Ligue 2, de National et après de National 2, et qui sont dans des situations précaires. Donc on doit nous aussi intervenir. On n'en parle pas assez à l'UNFP, c'est ce que je dénonce aussi. On est un peu vivons heureux, vivons cachés, et on doit dire comment on utilise l'argent, comment on le dépense pour les joueurs, parce que la réalité c'est qu'on le dépense pour les joueurs. On est souvent attaqué par les dirigeants et les médias sur l'UNFP s'enrichit sur le dos des joueurs. Non, l'UNFP paye des stages pour les joueurs qui n'ont pas de contrat, paye des formations pour que les joueurs se reconvertissent, font des aides aussi à des joueurs qui sont en situation délicate, qui ne peuvent plus payer leur loyer. Donc tout ça on le fait, on doit le montrer, on doit le démontrer, et on n'est plus dans le monde d'avant, on est le monde de maintenant, il ne faut pas le dénoncer, il faut l'affronter, et on est dans un monde où tout est transparent, où on nous demande de la transparence, et il faut qu'on rentre nous aussi, UNFP, syndicat, dans ce monde-là. Comme quoi la réalité est souvent plus nuancée que celle qu'on veut bien nous exposer. Alors ça c'était ta deuxième vie, c'était... Je reprends. Ça l'est encore et j'espère que ça le sera encore quelques années. C'est une deuxième vie qui commence très bien, depuis un certain moment maintenant, mais on va s'intéresser à la première. Et au début de cette première vie, avec ce sang grenat, forcément, qui coule dans tes veines, même si tu viens de Meuse. En Meuse, David, rassure-nous, plutôt supporter du FC Metz quand même, historiquement, ou c'est plus complexe? C'est plus complexe que ça. En Meuse, il y a eu aussi la génération Platini. Verdun est à 60 km par la départementale de Metz et 100 km de Nancy. Donc ça tient. C'est plus facile d'aller à Metz, ouais. C'est ce que je dis toujours aux supporters qu'à Nancy. Et il y a l'autoroute aussi. Voilà, et il y a l'autoroute, c'est vrai, ce qui n'est pas le cas pour aller à Nancy, c'est plus compliqué. Mais il y a eu Platini. Et donc il y a eu une génération que Platini a amenée au stade Marcel Picot, c'est une évidence. Moi j'ai eu la chance, en tout cas, que mon père supportait Metz, était un supporter de Metz. Et lorsque j'ai eu, à l'âge de 13 ans, plusieurs clubs qui sont venus me voir de la région. En tout cas, le choix, il y avait Auxerre, Sochaux, enfin les clubs de la région, et Nancy et Metz. Et forcément, mon père m'a pas donné le choix, ou en tout cas m'a dit ça serait bien que tu ailles à Metz. Et comme de toute façon je le voyais vibrer devant la télé lorsque Metz gagnait un trophée, peut-être t'en parleras après, mais cette Coupe de France de 1984, moi j'étais dans le fauteuil avec mon père, et donc évidemment pour moi c'était un rêve de signer à Metz, quoi. C'est une évidence. Alors tu es gamin, tu joues du côté de Verdun, juste à côté, où ton papa est entraîneur d'ailleurs dans un club à côté. Oui. Et comment ça se passe concrètement? Tu as 13 ans. Voilà, tout s'enclenche assez naturellement, tu franchis les étapes les unes après les autres, et arrive ce moment où des clubs commencent à toquer à la porte, et en l'occurrence le FC Metz. Comment ça s'est fait? Ouais, j'allais dire tout simplement, tout bêtement, comme tous les jeunes, je pense. Moi, j'étais en équipe jeune donc à Verdun en Meuse, donc il y a des sélections départementales, et après ces sélections départementales donnent des sélections régionales, donc j'étais en équipe de Lorraine. Et puis à partir de ce moment-là, les clubs pros de la région regardent les jeunes de cette équipe de Lorraine, et puis ils viennent toquer à la porte. Et puis Monsieur Vatrin, qui malheureusement nous a quittés depuis quelques années, est venu rencontrer mes parents, et il les a convaincus. En tout cas, il a été plus convaincant que les personnes qui venaient d'autres clubs. Donc là, tu as 13 ans, tu viens te former ou terminer ta formation, je ne sais pas comment on peut le formuler par rapport à l'époque, ici à Metz. 5 années comme ça? Oui, 5 années. Je suis arrivé la même année que Francis de Tadeo, qui venait de Talange, il me semble, et qui s'occupait de l'équipe. À l'époque, on appelait Minime. Et donc je suis U13 aujourd'hui. U13 aujourd'hui, exactement. Et puis j'ai eu la chance de tomber sur Francis, qui... Moi, il y avait un centre de formation, mais il n'y avait pas de sport-études 4e, 3e. Il y en avait une à Thionville où j'avais passé une semaine et où je ne me plaisais pas du tout. J'avais du mal à quitter le lien familial. Et donc, ça a été un peu compliqué pour moi. Et Metz m'a permis de faire les entraînements et de pouvoir suivre ma scolarité encore une année
à Verdun. Et puis après, j'ai intégré et Francis venait me chercher au centre de formation pour m'amener à chaque entraînement. Et c'est vrai que ça m'a permis d'avoir des bons moments avec lui en voiture. Et puis, avec Francis, toutes les conversations mènent au foot. De toute façon, ils discutent. Et elles sont longues, les conversations. Et elles sont très longues. Ouais. Mais moi, j'étais un buvard, donc je prenais un peu tout ce qu'il me disait, et puis j'essayais de l'appliquer, Donc voilà, c'était une formation footballistique, mais également humaine. Moi, c'est ce que je dis toujours, les clubs ont la responsabilité, quand ils prennent des jeunes, ils font l'éducation des jeunes aussi. Et quand on parlait du syndicalisme de la région, c'est aussi peut-être ces dirigeants. C'est un aussi. Bien sûr, et c'est ces dirigeants qui m'ont amené ce respect, cette fibre, cette discipline. Et j'espère, je le souhaite, que tous les clubs puissent amener ça aux jeunes, parce qu'en dehors de devenir professionnels, ils ont aussi la responsabilité de former des hommes. De former des hommes, et c'est une lourde responsabilité, puisque les parents laissent leurs enfants aux dirigeants de clubs de foot. Alors on est en 1992, j'avance un petit peu dans l'histoire, et un certain Joël Muller te dit David, tu vas venir faire les entraînements avec nous, avec les pros ? Oui, à la fin de la saison, enfin au début de l'autre, il m'appelle et il me dit t'as quelque chose de prévu pendant les vacances? Alors je lui dis je sais pas, il faut que je demande à mes parents. Il me dit voilà, je t'explique, tu vas reprendre avec nous. Et donc moi j'étais un peu impressionné et puis effrayé aussi, parce que de me dire mince, je vais me retrouver avec les pros, ça va être compliqué, c'est à un autre niveau, l'impact physique est différent, donc un peu soucieux. Je suis arrivé la tête basse et en essayant de me faire discret, et puis surtout de respecter ce qui se faisait à l'époque. Il fallait que je gonfle les ballons, que je les lave, que je sois à l'entraînement avant, que voilà, donc ça faisait aussi partie de notre rôle. Donc, et puis le stage s'est très bien passé et j'ai eu très vite, il a fait appel à moi dans la saison. Donc oui, c'est des événements marquants, et ça lie aussi une relation avec l'homme, Joël Muller, qui a aussi évolué, que j'ai vu évoluer. Je l'avais rencontré au centre de formation. Et l'homme a changé, l'entraîneur a changé et a évolué. Et c'était un formateur dans l'âme aussi. C'était d'abord un formateur avant d'être un entraîneur professionnel, mais il a su se développer et s'adapter aussi au monde dans lequel il était confronté et dans lequel il devait vivre quand Carlo Molinari l'a appelé pour devenir entraîneur de l'équipe pro. Donc c'est aussi des chemins humains qu'on partage entre joueurs, entraîneurs, et c'est toujours agréable, qui plus est quand on se revoit après, d'en rediscuter, on en rigole. Milieu de saison 92, Joël Muller te dit cette fois, bon, et si tu faisais un match pour moi en tant que titulaire cette fois, en tant que milieu défensif, si je dis pas de bêtises? Oui, c'est en tant que milieu défensif contre Bordeaux, ici à Saint-Symphorien. Enfin, un partout, but de Jean-Philippe Séché en faveur du FC Metz. Voilà, c'est ça. Buteur bordelais, j'avoue, Oui. Moi non plus, je l'ai oublié. Bon, mais Jeff, je m'en rappelais bien. On était dans une situation un peu difficile sportivement. Il y avait des blessés. Les effectifs étaient beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui. Donc je ne dis pas que Joël Muller n'avait pas beaucoup de solutions, mais en tout cas je faisais partie des solutions qui s'offraient à lui. Et puis il me dit écoute, c'est toi qui vas jouer demain. Donc la nuit était un peu agitée, où j'ai refait le match plusieurs fois, et puis finalement le lendemain ça s'est bien passé. Et puis c'était le lancement de ma carrière, quoi. À l'époque j'avais 18 ans je crois, me semble-t-il, et j'étais aspirant. T'as pas encore signé pro, hein? Non, j'étais aspirant, j'étais même pas stagiaire, j'avais un contrat d'aspirant. Et à l'époque, comme je te le disais auparavant, si je faisais 15 matchs en professionnel, on passait automatiquement pro, et c'est comme ça que je suis devenu pro en jouant, me semble-t-il, 18 ou 19 matchs sur la première saison. Oui, tu fais toute la phase retour, et la suite on la connaît, 5 saisons en Grenat, avec quand même quelques très belles saisons, notamment les dernières, je parle en termes de classement, mais aussi toi en termes de nombre de matchs disputés. J'avance encore le fil de l'histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, et à l'issue de ta carrière de joueur professionnel, tu continues d'être en lien avec le club, de venir au stade, de t'intéresser aux résultats, de t'intéresser aux joueurs, à l'encadrement? Oui, non, évidemment, je regarde la première équipe que je regarde quand il y a des championnats de Ligue 2 ou de Ligue 1, c'est Metz, évidemment, c'est mon club, j'habite à 100 mètres à vol d'oiseau du stade, donc, et puis j'ai des relations
d'amitié avec certains dirigeants, avec certaines personnes qui travaillent au club, et puis un profond respect pour le club, pour ce qui m'a amené. Donc évidemment, Metz c'est Metz, c'est mon club. Alors j'ai eu une carrière où j'ai aussi partagé des choses fortes avec un autre club en particulier, mais Metz c'est Metz évidemment. Et si je suis revenu vivre là, c'est aussi que moi, mes origines, ma base, le besoin que j'ai pour être bien dans ma tête et dans mon corps, c'est Metz, donc je suis bien ici. Le point d'ancrage qui revient, la passion, l'amour tout simplement, et donc quelques coups de cœur quand même par rapport à ces saisons en Grenat. Je t'ai demandé de me parler d'une période en particulier, tu m'as dit la dernière saison, 96-97, ouais. Terminé 5e en championnat. Il y a une épopée européenne aussi. Et je vais te demander, David, de te faire un petit peu mal. Alors, tu as commencé en étant sympa, ouais. Parce que tu avais préparé un truc où tu as compris la logique. D'accord, c'est bon. Nous sommes en 8e de finale de la Coupe de l'UEFA, qui s'appelle encore Coupe de l'UEFA et pas Ligue Europa à l'époque. Vous jouez contre le grand Newcastle, grand parce qu'il y a David Ginola, parce qu'il y a Asprilla, parce qu'il y a Alan Shearer, notamment Kevin Keegan, l'entraîneur. Si je ne me trompe pas. Kenny Dalglish, de mémoire. Peut-être. Ou t'as peut-être raison. Keegan. Ouais, peut-être Keegan. Enfin, grosse équipe. Match aller ici à Saint-Symphorien. Et je vais te montrer un garçon qui peut-être serait impliqué sur une situation. C'est pas peut-être, c'est sûr. L'image va le confirmer. Quelqu'un qui serait peut-être impliqué dans un penalty qui amène l'ouverture du score de Newcastle. Voilà. Alors, tiens, David, avec une première image de David Ginola, bien sûr. Petit manque de vitesse, je dirais. Il y a Rigaud au début aussi qui se fait prendre de vitesse. C'est vrai. Rigaud, elle arrive en bout de chaîne, quoi. Ouais, voilà. Si Rigaud avait bien fait son boulot, j'aurais pas été pris de vitesse là comme tu le vois avec Letizy qui accroche Asprilla et un penalty. Ouais, Sylvain Castagnot, c'est pas tout clair non plus dans cette histoire. Non, mais nous on était collectifs dans la réussite, mais également dans la défaite. Donc non, mais évidemment. Incroyable saison quand même, incroyable épopée parce que vous battez quand même le FC Tirol Innsbruck. Bon, ok, c'est pas une énorme cylindrée sur le plan européen, mais derrière il y a élimination du Sporting Lisbonne avec cette praline de Didier Lang qui va signer d'ailleurs dans ce club. Oui. Et derrière Newcastle, 1-1 au match aller, vous perdez 2-0 je crois au match retour et vous êtes éliminé, mais avec les honneurs. Avec les regrets surtout. Et avec des regrets. Parce que autant on avait été un peu timide et ce but où je me fais prendre de vitesse, je vais exonérer Sylvain de la culpabilité. C'est Amara Traoré qui égalise. Mais on a été rentré de manière un peu timide, mais après on avait bien pris le dessus, on avait égalisé et surtout à St James Park, à Newcastle, où on fait un match vraiment extraordinaire, où on a des occasions de marquer en premier, on en a 2 ou 3, avec Rob qui se présente une fois ou deux tout seul devant le gardien. Et derrière, on se fait un peu crucifier en contre, ce qui était somme toute logique aux yeux du grand public, mais des regrets parce que sur le contenu, on pouvait faire l'exploit. Question pas sympa, la deuxième, enfin c'était pas une question tout à l'heure. Est-ce qu'il y a du regret d'être parti à ce moment-là, en sachant que 97-98, comme on le sait tous, c'est une deuxième place? Non, alors déjà, et d'une, je ne suis pas quelqu'un qui vit dans le regret, c'est-à-dire que j'assume les décisions que je prends. Et de deux, aucun regret, parce que même si après Metz a continué à grandir, ils ont grandi aussi peut-être parce que je suis parti. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui se mettait en place. On avait une équipe qui, moi quand j'ai commencé, on jouait pour ne pas descendre. Plus tôt on était sauvés, mieux c'était. Mais l'objectif était de ne pas descendre. Et après l'arrivée de certains joueurs, de Robert Pires qui venait de Reims mais qui a fini sa formation au FC Metz, nous a fait franchir un palier. Et les dirigeants, et Carlo Molinari en particulier, construisez cette équipe autour de ce noyau dur. Mais quand on construit une équipe, on prend des gens en pensant qu'ils sont meilleurs que ceux qui sont là. Et ils commençaient à prendre des gens qui étaient des joueurs qui étaient meilleurs que moi. Donc c'était normal aussi que moi je cherche un nouveau chemin et que j'aille ailleurs. Parce que moi j'avais qu'une envie et qu'une ambition, c'était de jouer, d'être titulaire. Et avec l'équipe qui se dessinait et la façon dont elle grandissait, j'avais peut-être certainement moins de possibilités d'être titulaire. Et moi j'avais envie de jouer au foot tout simplement. Il nous reste peu de temps, David, dans cette émission. C'est le signe que ça a été dense et très instructif. Je t'ai demandé de me parler d'un joueur et d'un match
en particulier. Le joueur, on va accélérer. Alors non pas qu'il mérite ça, bien évidemment, mais on en a parlé dans la saison précédente de cette émission. Mais quand même un mot rapidement, c'est Philippe Vercruis. Parce que c'est un garçon qui a permis l'éclosion de Robert Pires d'une certaine manière, qui a fait évoluer peut-être aussi Joël Muller. Et alors peut-être que c'est caricatural, tu vas me dire ce que tu en penses, qui vous a fait passer d'une équipe de besogneux plus, voilà, à quelque chose de plus qualitatif, avec vraiment l'envie de manipuler le ballon et d'avoir un petit peu plus de valeur ajoutée technique. Ouais, non, tu as raison. Quand on me parle d'un joueur de ma génération, évidemment, c'est Rob, parce que c'est mon ami déjà, et puis je suis toujours en relation, je le vois souvent. Mais pour moi, vous êtes de la même année, non? On est de la même année, oui, évidemment, et puis on est proches, ça c'est une évidence. Mais pour moi, le joueur qui a été, en tout cas sur ma génération à moi, le déclic, c'est vraiment Philippe Vercruis, parce qu'il a été recruté toujours par Carlo. Il arrive en septembre de la saison 94-95. Voilà, ouais. où on avait cette équipe qui était en construction avec Rob qui commençait à intégrer avec le talent qu'on connaît, qu'on le voyait, mais de manière un peu timide. Et puis cette pression aussi qu'il y a sur ces jeunes qui sont talentueux. Mais on était dans le dur, nous on était difficile à battre parce qu'à Saint-Symphorien on s'accrochait. Des grognards un peu. Quoi. On était un peu agressifs, ouais. on avait les valeurs de la région tout simplement. Mais on n'avait pas cette ambition de jouer bien, de développer du beau football. Et Philippe Vercruis est arrivé et nous a dit oh les gars, c'est bien. C'est bien le combat, mais on peut avoir c'est autre bien chose. Les ouvriers, les trucs, mais si vous voulez vous récompenser, faites-vous plaisir, jouez au foot, venez, on rigole, on s'amuse. C'est aussi ça le foot. Et nous, on était dans notre éducation au FCMS, pas tout à fait dans cet état d'esprit-là. Joël Muller non plus, hein, c'était quelqu'un de très rigoureux, les entraînements étaient très difficiles. D'ailleurs, Vercruis, lui, en loupait quelques-uns, hein, souvent en début de semaine. Mais il a aussi ouvert cette chose qui nous manquait, ce talent qu'il fallait qu'on développe, qu'on montre. Qu'on avait mais qu'on ne voulait pas montrer parce qu'on était sur des valeurs un peu d'agressivité. Et pour moi, ça a été le déclic. Et même Joël Muller, elle a eu cette intelligence de sortir de ce côté. De laisser de la liberté aussi. Voilà, bon, il a eu une formation, il aurait pu être prof d'histoire, Joël Muller, donc il était très scolaire, un peu avec nous, et c'était une bonne chose. Mais il a eu l'intelligence de s'adapter avec la venue de quelqu'un comme Philippe Vercruis. Et puis ça a permis à Rob aussi de développer des choses qu'il avait en lui, et puis offensif qui était incroyable pour nous et qui a permis de franchir des paliers splendides pour le FCMS. En quelques mots, David, le match marquant pour toi, c'est le 3e match en tant que titulaire de ta carrière ici au FCMS. Vous recevez le Grand Olympique de Marseille qui va être sacré champion d'Europe en 1993. En face, il y a Barthez, De Sailly, Boli, Didier Deschamps, Alain Boxiche et un certain Rudi Voller que tu vas voir au marquage. Alors comme tu m'as un peu chatouillé avant, Je restaure ton image là. Voilà, tu te rattrapes un peu et je vais te contredire, c'est le match qu'on me parle le plus, c'est le match le plus marquant parce que j'avais pris Rudi Voller. L'Olympique de Marseille était ni plus ni moins que le PSG d'aujourd'hui. Et les gens m'en parlent tout le temps parce que moi j'ai l'impression d'avoir que pris Rudi Voller, certes, qui était le joueur qu'il était à l'époque. C'est que tu as bien fait le taf. Voilà, alors, j'ai juste bien fait, mais j'ai rien fait d'extraordinaire. Pour moi, le match le plus marquant, c'est le 3-2 au stade Marcel Picot quand on gagne avec Jocelyn Blanchard, je crois qu'il marque sur le dernier corner. Ça, c'est le match le plus marquant. Mais le match que tous les gens me parlent, en tout cas personnellement, c'est ce match contre l'OM. Et je crois qu'il y a une toute petite anecdote, tu m'expliquais ça pour préparer l'émission. Il y avait un terrain rouge, ça paraît difficile aujourd'hui de le concevoir, juste derrière la tribune sud. Les Marseillais s'échauffaient là. Et personne ne vous regardait, vous. Non, après, voilà, ce qui était incroyable, c'est que moi, c'était mon 3e match, je crois, en professionnel. Quand on devient pro, on a l'impression qu'on est la star et que tout le monde nous regarde. On est le joueur professionnel du FCMS. Et nous, on s'entraînait à l'époque, on n'avait pas le droit de s'entraîner sur la pelouse parce qu'il y avait des levées de rideaux. Et on s'entraînait donc sur le terrain rouge qui était derrière la tribune sur laquelle nous sommes aujourd'hui. Et en fait, nous, on s'entraînait, personne ne nous regardait et on n'arrivait même pas à voir les joueurs de l'Olympique de Marseille, tellement les gens entouraient les joueurs. Le seul intérêt, c'était de voir les joueurs de Marseille. Et nous, en fait, on était rien, on était ridicule. Personne ne s'intéressait à nous. Après, sur le terrain, c'était un petit peu différent et on leur a montré que
certes c'était des stars, mais qu'on avait aussi nous des qualités, des valeurs, et puis quand on les utilisait, on pouvait être emmerdant et chiant à jouer. Et au final, pour la petite histoire, enfin c'est pas pour la petite histoire, pour la grande histoire, victoire du FC Metz 2-1 face à Marseille, but de David Zitelli et de Lubos Kubic. C'était extrêmement intéressant de t'avoir avec nous et de t'écouter, David Terrier. Merci beaucoup pour ta participation à cette émission. Bon vent pour la suite de ces grands défis qui s'ouvrent à toi du côté de la FIFPro notamment. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Moselle TV.